Bonjour, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler de deep learning en Python. C'est un peu dans la lignée, je ne sais pas si ça va aller dans le même sens, désolée. Donc, pour une personne comme moi qui a besoin d'avoir un peu des cadres et des listes et des bullet points, rentrer dans ce genre de domaine, ça peut être un petit peu déroutant parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on voit comment naviguer là-dedans en regardant d'abord un petit peu 2-3 notions de maths juste pour comprendre ce qu'on cherche à faire, discuter un petit peu des frameworks, des librairies qui existent, et puis surtout de voir quelles sont les différentes questions qu'il est important de se poser avant de se lancer pour orienter notre choix. Donc d'abord 2-3 mots d'introduction. Donc moi je suis Justine et donc je travaille chez HelloWork où je m'occupe de l'équipe Data Science. Donc HelloWork, on est un acteur numérique français dans le domaine de l'emploi, de la formation et du recrutement. En gros, notre but, c'est de mettre en relation des gens qui cherchent des emplois ou des formations et des recruteurs. On a aussi des solutions RH pour les recruteurs. Et côté data science, on va travailler principalement pour les 3 premiers piliers du graphique. Et c'est pour ces produits-là qu'on est amené à faire du deep learning, notamment parce qu'on fait beaucoup de NLP. Donc, comme je disais, un tout petit peu de maths d'abord pour qu'on comprenne quels sont les outils dont on va avoir besoin en fait. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir au moment de coder tout ça en Python. Donc, pour entraîner un réseau de neurones, on va aller ajuster les poids de notre réseau de neurones de manière à ce que la prédiction qu'il fait à la fin se rapproche de la valeur idéale. Et pour comment mettre à jour ces poids, on s'appuie sur un algorithme d'optimisation qui est la descente de gradient, pour trouver les inputs de la fonction qui vont venir la minimiser. Donc ça, c'est pas propre au deep learning, c'est un algo d'optim classique, mais dans notre contexte, la fonction qu'on va chercher à minimiser, ça va être la fonction de coût sur notre dataset d'entraînement. Les inputs, ce seront les poids du modèle qu'on est en train d'entraîner. Et quand je dis bien sûr descente de gradient, en fait j'englobe tout un tas de variations autour de ça. Donc vous avez du SGD, ajouter du momentum, enfin voilà, plein de méthodes différentes. Mais toutes elles ont en commun le mécanisme en fait. On va faire venir varier les poids de notre modèle en leur soustrayant une portion du gradient de la fonction. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on calcule ce gradient de la fonction pour tous les paramètres qu'on veut optimiser. Donc ça veut dire calculer des dérivées partielles pour tous les nœuds de notre réseau, et bien sûr faire ça de manière précise et efficace. Donc c'est là que rentre en jeu une méthode de calcul qu'on appelle la rétropropagation. Et c'est vraiment le fait de combiner un algo d'optime, la descente de gradient, et une méthode de calcul, la rétropropagation, qui va nous permettre d'entraîner notre réseau sur notre dataset. Et en fait, la backpropagation, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle la dérivation automatique. Donc la dérivation automatique, vous la trouverez sous plein de noms différents et selon Wikipédia, c'est un ensemble de techniques d'évaluation de la dérivée d'une fonction par un programme informatique. On cherche en fait à décomposer notre dérivée en une succession d'opérations arithmétiques élémentaires. Et pour ça, on s'appuie sur le théorème de dérivation des fonctions composées. Donc vraiment décomposer notre grosse fonction. Alors il y a plusieurs modes, l'accumulation directe, l'accumulation inverse. Généralement, en rétropropagation, on est plutôt sur de l'accumulation inverse. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on le voit bien quand on représente ça sous forme de graphe, en fait, on cherche vraiment à aboutir à une procédure de calcul et pas à une formule. Vraiment un enchaînement d'étapes d'opérations arithmétiques élémentaires. Donc si je résume, au moment de coder un réseau en Python, on cherche un framework qui va nous permettre de s'appuyer sur ce concept de graphe pour représenter notre réseau de neurones, et qui du coup va nous permettre de faire de la dérivation automatique parce que c'est hyper stable numériquement, c'est efficace. Un framework aussi qui va nous permettre d'optimiser le graphe en lui-même, et puis bien sûr tout en étant astucieux sur la manière d'exécuter ces calculs, d'optimiser le hardware, d'aller vectoriser ce qu'il faut, etc. Donc tous les frameworks dont on va parler, ils font ça en fait. Ils s'occupent de convertir votre réseau pour vous sous forme de graphe et ensuite d'aller faire des optimisations de calcul derrière. Donc, quels sont les frameworks
en Python vers lesquels on peut se tourner. Donc j'en cite quelques-uns. Le premier, c'est PyTorch, donc, qui vient de chez Facebook, hein, le labo d'AI de Facebook. Techniquement, il s'appuie sur Torch, mais il a une API qui est vraiment très proche, enfin très pythonique, quoi, donc on n'est pas perdu. En gros, il nous permet de manipuler des tenseurs qui ressemblent à des NumPy arrays. À savoir qu'au début, chez Facebook, ils avaient deux frameworks différents, PyTorch et Caffe2. Et en fait, pour pouvoir passer de l'un à l'autre, ils ont eu besoin de définir un modèle un format de représentation de modèle machine learning. Et donc en 2017, ils ont lancé le projet ONNX, qui est utilisé par d'autres frameworks aujourd'hui, mais forcément qui est nativement supporté par PyTorch. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un framework qui est très populaire dans le domaine de la recherche, notamment parce qu'il nous permet de faire des prototypes assez rapidement. Et conceptuellement, il s'appuie sur un graphe dynamique. Ça veut dire que le graphe, il est défini de manière implicite au moment de la pass-forward, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le eager mode. Et c'est pas mal parce que c'est très flexible et ça permet de faire du debug ligne à ligne. Donc de bien voir ce qui se passe dans le réseau. Le deuxième, très connu, si ce n'est le plus connu, c'est TensorFlow, qui lui vient de chez Google Brain. Lui, il s'appuie sur un compilateur qui s'appelle XLA et qui est notamment fait pour pouvoir faire des calculs sur TPU. Et de l'autre côté, je dirais, on a une API plus haut niveau qui est Keras à l'autre bout de la chaîne. Alors, il y a eu en 2019, fin 2019, TensorFlow a sorti sa version 2 qui a apporté de gros changements. Avant, on était sur un graphe statique, donc ça veut dire une phase de définition et ensuite une phase de run. Donc ça, c'est très bien pour optimiser le graphe, mais on n'a pas la souplesse du debug ligne à ligne comme on pouvait avoir avec le mode eager côté PyTorch. Donc avec la version 2, ils ont rajouté ça, ils l'ont rendu plus facile à manipuler. Il y a autour de TensorFlow un écosystème qui est vraiment très fourni avec pas mal d'outils, TensorFlow Lite pour développer sur du mobile, TFX pour déployer des pipelines machine learning, donc vraiment pas mal de choses. Après, il est un petit peu en perte de vitesse dans le domaine de la recherche, au profit justement de PyTorch, mais reste quand même hyper utilisé dans l'industrie. Et dans la manière de définir vos modèles, vous avez du mode subclassing sequential, que vous avez aussi côté PyTorch, mais également un mode functional qui est pas mal pour les modèles qui ne sont pas linéaires, donc en gros qui ont plusieurs inputs ou plusieurs outputs. Un nouveau venu aussi, c'est JAX, donc plus récent, qui est également un projet de Google, qui n'est pas officiellement un produit Google, et qui est plus en fait un framework pour transformer des fonctions numériques, et donc qui permet de faire du deep learning. Et vous pouvez voir ça comme un mix entre une version modifiée de Autograd, donc une lib pour faire de l'autodérivation, et XLA, et qui se présente comme étant un NumPy ultra optimisé pour faire des gros calculs sur CPU bien sûr, mais aussi GPU et TPU. Donc il est vraiment pas mal pour accélérer des modèles un petit peu gourmands. Il y a pas mal d'équipes de recherche à Google qui sont en train de passer sous JAX, notamment DeepMind. Après, donc c'est un framework qui est en train de monter, mais qui reste encore jeune par rapport aux autres, qui en plus est assez bas niveau, au niveau vraiment du corps lui-même. Donc il faut savoir que si vous l'utilisez tout seul, ça peut être un petit peu plus brut, mais voilà, très puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il ne construit pas de graphe explicite. La logique derrière est un petit peu différente. Et enfin, je voulais quand même mentionner MixNet, qui paradoxalement est le plus ancien, voilà, 2015, mais qui reste moins populaire que PyTorch et TensorFlow notamment. Lui qui vient plutôt d'une collaboration entre pas mal d'équipes de recherche de grandes universités. Et sa particularité, c'est la fonction d'hybridation, donc en gros qui va permettre de supporter à la fois de la programmation impérative et symbolique. Donc on n'est plus dans l'opposition graphe statique ou graphe dynamique. MixNet, il nous permet de passer de l'un à l'autre. Et il est vraiment pensé pour faciliter la transition entre votre code de recherche et ensuite du code de production. Notamment aussi parce que il supporte 8 langages, donc ça vous permet d'entraîner dans un langage, au hasard Python, et ensuite d'exporter votre réseau pour inférence dans un autre langage. Donc voilà, il reste moins populaire, mais
je dirais, il est très orienté flexibilité entre différents langages, différents modes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde rapidement, pour illustrer tout ça, sur un petit cas d'usage très simple, quelques points. Donc, j'ai pris le dataset d'Amazon des Musical Instrument Reviews. Donc, c'est un problème de classification multiclasse. En gros, on a le texte de commentaires que les gens ont laissés sur des produits. Commentaires qu'il faut traduire en un input compréhensible par notre réseau. Donc, typiquement, une séquence de mots indexés dans un vocabulaire. Et en sortie, on va chercher à prédire la note. Donc 6 classes différentes. Et entre les deux, j'ai mis quelque chose de très simple. Un embedding, une couche cachée, une couche de classification. Donc on ne sera pas à l'état de l'art, je vous le dis tout de suite. Mais c'est juste pour illustration. Alors si on regarde déjà comment implémenter le modèle, on voit en PyTorch, en TensorFlow, on est quand même sur des choses assez similaires. Après, il y a quelques petites différences. Par exemple, côté PyTorch, dans la couche linéaire, on doit préciser la dimension in et la dimension out, alors que côté TensorFlow, j'ai juste besoin de préciser l'input shape. Non, l'output shape, pardon. Justement, pas besoin de préciser l'input. Vous voyez aussi que la fonction d'activation, je ne la spécifie pas au même endroit. Côté PyTorch, c'est comme un wrapper en gros autour de ma couche dans le forward, alors que côté TensorFlow, je l'ai mis dès l'instanciation de ma couche dense en lui disant ce sera activation relue. Ensuite, à un moment, il faut qu'on définisse le setup de notre entraînement. Donc ça veut dire à minima préciser quelle est la fonction de coût qu'on va vouloir utiliser et puis quel est l'optimizer qu'on va vouloir appliquer, en gros quelle variation de descente de gradient. Donc en classif multiclasse, souvent on utilise la cross-entropie au niveau du loss. Là, ce qu'on peut voir, c'est que côté PyTorch, la cross-entropie loss, la classe, supporte une pondération par classe. Je n'ai pas trouvé d'équivalent côté TensorFlow. Alors on peut le faire, mais il va falloir le calculer à la main dans le calcul du loss. Après, par contre, côté TensorFlow, grâce à Keras, j'ai accès à des métriques prédéfinies pour moi, telles que l'accuracy, si je veux suivre, par exemple, sur un jeu de validation. Et ensuite, à un moment, on rentre dans notre boucle d'entraînement. C'est peut-être là qu'il y a le plus de différences. Par exemple, côté PyTorch, le modèle .train au début, c'est pour spécifier au modèle qu'on rentre en mode entraînement. Donc, toutes les couches qui vont avoir un comportement un peu différent entre l'entraînement et de l'inférence, typiquement le dropout, de leur dire, là, c'est le moment de s'activer. Ça équivaut au training égale true à l'appel du modèle côté TensorFlow. Et puis, ce que vous voyez de gradient tape, c'est justement ce qui a été introduit dans la version 2 de TensorFlow et qui va permettre d'enregistrer tout ce qu'il faut au niveau calcul des gradients, etc., pour pouvoir écrire ce genre de training loop à la main. Voilà, donc j'ai mis juste quelques exemples, si vous voulez, en annexe des slides. Il y en a d'autres sur d'autres points d'implémentation d'un modèle, mais je vais passer rapidement là-dessus. Pour parler des librairies, parce que comme d'habitude en Python, on a une myriade de librairies autour du deep learning. Il y a tout d'abord des libs qui vont venir comme des surcouches sur les frameworks dont je viens de parler. Donc en gros, un niveau d'abstraction supplémentaire pour nous faciliter la vie. Donc en TensorFlow, il y avait Keras, mais qui est hyper intégré en fait maintenant à TensorFlow. Vous avez aussi Sonnet, qui a été fait par DeepMind. Côté PyTorch, vous en avez aussi plusieurs. Vous avez Lightning, FastAI, Ignite. Toutes, elles ont un peu la même logique de vous pousser à organiser votre code en classes prédéfinies qui vont s'appeler des trainers, des learners, voilà, selon chacune. Et qui, en gros, vont gérer pour vous tout un tas de choses comme les itérations, le fait de déplacer la donnée entre CPU et GPU, le fait de basculer entre mode eval et mode train, enfin voilà, pour vous faciliter la vie. Côté JAX, on peut mentionner Haiku, qui est très proche de Sonnet et qui en fait est fait par une partie des équipes qui font Sonnet. Vous avez aussi Flax, qui est très similaire, mais qui va être un petit peu plus poussé au niveau de la gestion des optimizers. Et puis il y a aussi Trax, qui est venu prendre la relève d'une ancienne lib qui s'appelait Tensor2Tensor de chez Google Brain, et qui est un petit peu plus focalisé sur les modèles sequence-to-sequence. Et puis bien sûr, Mixnet a lui aussi son API au niveau qui s'appelle Gluon.
qui se présentent elles-mêmes sur leur site comme étant très proches de PyTorch, mais qui vous permet de profiter de la fonction d'hybridation qu'offre Mixnet. Alors, il y a aussi des librairies qui vont être plus spécialisées sur un domaine. Donc là, je suis un petit peu biaisée. J'ai mis beaucoup de libres de NLP parce que c'est ce qu'on fait principalement chez HelloWork. Ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, maintenant, en fait, ça va être surtout des librairies qui vont vous donner accès à des outils et des hubs de modèles. Quand on parlait des hubs de modèles préentraînés, avec notamment Hugging Face, qui était très orienté NLP au début, qui s'ouvre de plus en plus à d'autres types pour faire de la vision, pour faire de l'audio, etc. Et leur librairie principale, c'est Transformers. On a aussi sur d'autres thématiques, par exemple Flare, qui va être plus orienté Word Embedding. Et vous avez aussi Fairsec, qui est une autre librairie du Fair, de Facebook, et qui là est un petit peu plus spécialisée sur les modèles sequence to sequence. Si vous êtes dans la vision, vous pouvez avoir envie de regarder Detectron 2 ou Team, où là c'est un petit peu le même principe, ça va être surtout des gros hubs de modèles préentraînés, parce que voilà, on l'a vu, aujourd'hui on n'a pas forcément ni les moyens, ni les ressources, ni l'envie de redémarrer de zéro à chaque fois. Et donc toutes ces librairies vont notamment nous permettre d'avoir accès facilement à ce genre de modèles préentraînés. Si vous vous intéressez au reinforcement learning, sachez qu'en JAX, il y a la librairie Relax qui existe. Et puis, il y a aussi d'autres libres qui vont être plus de l'outillage, donc des choses pour manipuler des datasets, avec Dataset de Hugging Face, ou si vous faites de la recherche un petit peu poussée sur des calculs de gradient, de la manipulation d'optimizer, vous avez Optax qui est faite pour JAX. Voilà, donc pas mal de choses. J'ai pas eu un framework ou une librairie à vous conseiller en particulier, parce que sinon ce serait trop facile et je prendrais trop peu de temps par rapport aux 30 minutes qui me sont allouées. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt qu'on regarde quelles sont les questions qu'il est important de se poser avant de se lancer. Parce qu'on va voir que selon les réponses que vous allez avoir chacun, ça va orienter sans doute vos choix. Le premier point, ça va concerner votre environnement technique en fait. Par exemple, donc, on peut faire du deep learning sur plusieurs types de hardware différents. Sur GPU, tous les frameworks vont supporter CUDA. Après, par exemple, TensorFlow a pris un petit peu d'avance pour le support des nouvelles puces, notamment d'Apple, les M1, etc. PyTorch est quand même en train de bien rattraper aussi, mais selon ce dont vous avez besoin, il peut y avoir des petites différences. Côté TPU, ça a été créé par Google et pour Google, donc forcément hyper intégré à TensorFlow. Mais si vous faites du PyTorch ou du JAX, vous pouvez quand même profiter de ce type de hardware via justement le compilateur XLA. Il faut aussi se poser la question de est-ce que vous aurez besoin de déployer vos modèles sur un serveur? Si oui, ce que propose TensorFlow Serving et TFX sera peut-être un petit peu plus facile à manipuler que l'équivalent côté PyTorch, TorchServe. Et pareil, si vous développez des modèles pour mobile, TensorFlow Lite aujourd'hui est plus mature que PyTorch Live, qui est encore assez jeune. PyTorch n'a pas forcément mis l'accent sur les mêmes parties de développement par rapport à l'écosystème autour de TensorFlow. Et puis, il y a aussi la question que je trouve intéressante de est-ce que c'est pour un projet one-shot, un truc que vous allez faire maintenant, ou est-ce que c'est pour développer un modèle qui va partir en production, que vous allez vouloir maintenir dans le temps, qui va devoir durer un peu. Je dis ça parce qu'il y a quand même une évolution assez rapide des frameworks et des librairies et de l'état de l'art autour du deep learning. Du coup, il y a des choses, des outils qui peuvent être soudain hyper trendy, mais peut-être que finalement, ça va faire un petit peu flop dans les mois ou les années qui viennent. À l'inverse, vous avez d'autres outils qui sont beaucoup plus stables, mais vont peut-être mettre un petit peu plus de temps à intégrer l'état de l'art. Donc pour moi, c'est intéressant de se poser la question du compromis que vous souhaitez entre la stabilité des outils que vous allez choisir et leur capacité à intégrer les nouveautés. Une autre question importante, c'est quel est l'objectif du projet? Déjà, est-ce que c'est votre première expérience en deep learning? Si oui, je dirais que PyTorch a moins d'abstraction,
alors que TensorFlow va offrir un petit peu plus de facilité. Typiquement, ce qu'on a vu sur le paramétrage des couches linéaires, en PyTorch, il faut préciser dimension in, dimension out. En TensorFlow va se débrouiller pour inférer lui-même la dimension in. Je trouve que la première manière de faire, ça vous oblige à maîtriser vraiment votre réseau, la donnée qui va le traverser. Donc c'est sûr, c'est plus contraignant, mais c'est aussi hyper instructif. Après, il y a est-ce que c'est pour utiliser des modèles pré-entraînés? Si oui, comme on l'a vu, le hub de Hugging Face, par exemple, est très fourni, mais c'est beaucoup en PyTorch. Après, PyTorch et TensorFlow ont également leur propre hub, donc à voir selon les modèles que vous souhaitez utiliser. TensorFlow propose aussi un modèle Garden qui, en gros, vous met à dispo du code source de pas mal de choses de l'état de l'art, ce qui peut être intéressant. Et puis, bien sûr, comme on l'a vu, se demander pour quelle application c'est, hein, selon si ça va être pour faire de la vision ou du NLP, il va y avoir des librairies plus adaptées. Et puis enfin, il y a comment vous allez vouloir développer, quel est votre style d'implémentation qui va compter. Par exemple, sachez que si vous souhaitez utiliser des modèles pré-entraînés, en NLP, BERT, il a été fait par Google, donc en TensorFlow nativement. Camembert, qui a été fait par Facebook et l'INRIA, était en PyTorch à la base. Donc aujourd'hui, vous allez trouver des ponts, mais vous aurez peut-être généralement un petit peu plus de ressources dans le framework d'origine. Autre point important, est-ce que c'est pour un travail de recherche? Si oui, comme on l'a vu, PyTorch est très populaire dans le domaine de la recherche. Donc pour pouvoir communiquer en fait avec vos pairs, pour pouvoir reprendre des papiers, le code qui a été publié, ce sera peut-être un peu plus facile si vous aussi vous vous orientez vers du PyTorch. Sauf si bien sûr, vous voyez que vous êtes sur un domaine qui est en train de partir sur une framework ou une librairie en particulier. Là aussi, pour des raisons d'échange avec la communauté, ça peut être intéressant de parler le même langage. Il y a la question de est-ce qu'il faut utiliser une surcouche ou pas? Alors, il faut rien du tout. Je pense que c'est hyper subjectif. Perso, je trouve que c'est très formateur de faire sans parce que forcément, vous êtes au plus près du framework et donc vous voyez un petit peu plus toutes les étapes, tous les rouages. Mais après, à voir, parce que si tous les tutos sur votre domaine passent par une certaine librairie, là encore, ça peut être intéressant de vous former à cette librairie. Et c'est un petit peu la même chose sur est-ce que vous avez besoin de définir une architecture de réseau hyper customisée ou pas spécialement. Si vous êtes sur du customisé, je trouve que l'approche subclassing et le fait d'avoir un training loop que vous faites à la main est pas mal adapté parce que voilà, vous maîtrisez pas mal de choses. Mais après, je dirais il faut viser ce qui va vous faciliter la vie. Par exemple, en TensorFlow, quand vous définissez une couche dense, vous pouvez spécifier de la régularisation sur cette couche spécifiquement, ce qui n'est pas possible, il n'y a pas l'équivalent dans l'instanciation en PyTorch. Du coup, à voir si c'est quelque chose que vous savez que vous avez envie de faire souvent, ce sera peut-être plus simple du coup de profiter des avantages que vous offre TensorFlow de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi tout ce qui va concerner le monitoring de l'entraînement, donc des choses comme des callbacks qui existent, TensorBoard qui a été fait par TensorFlow mais qui fonctionne aussi avec d'autres frameworks, typiquement nous on l'utilise avec PyTorch, ou si vous utilisez des outils tels que MLflow, alors je connais moins mais pour avoir regardé un petit peu, j'ai l'impression que en PyTorch, pour bénéficier de la fonctionnalité d'autolog, il va supporter uniquement les modules Lightning, donc en gros passer par Lightning si vous faites du PyTorch et que vous voulez combiner ça avec MLflow par exemple, ce genre de questions. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de terminer en parlant de votre employabilité. Donc là, en termes en gros de quelles sont les compétences qui sont demandées par les recruteurs. Donc je me suis amusée à prendre un petit échantillon d'offres sur nos sites et regarder tout bêtement les mentions des différents frameworks. Donc grosse majorité de TensorFlow et PyTorch qui n'est pas très loin derrière. Et comme vous le voyez, Mixnet et Jax, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Donc si vous vous demandez qu'est-ce qu'il est plus rentable d'apprendre en vue de se faire embaucher quelque part, à moins que vous ne postuliez que chez DeepMind où ils font du Jax, je pense que TensorFlow ou PyTorch sont plutôt des valeurs sûres. Voilà, merci beaucoup. Je suis arrivée au bout. J'espère que vous avez pu ressortir quelques questions, quelques points intéressants. Et puis, si vous avez justement des questions auxquelles je peux essayer de répondre, je serai ravie.
Merci beaucoup, c'était très complet, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'imagine que oui, il va y en avoir. Bon, au plus proche d'abord. Ouais. Antoine, merci pour la présentation, c'est très clair pour un novice. J'ai une question, vous avez parlé on parlait des hubs, de modèles, et ma question c'est est-ce qu'il y a les formats, est-ce qu'on peut exporter notre gros graphe de différents poids là, et l'importer dans même si l'importer dans une librairie avec lequel ça n'a pas été créé, et est-ce que c'est conseillé, est-ce qu'on y perd des choses, voilà. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, je ne sais pas si toutes les conversions dans tous les sens sont possibles, mais typiquement, nous, là, dernièrement, on a entraîné un modèle en TensorFlow et on a voulu le réutiliser dans une chaîne de production qui était en PyTorch, et donc on a pu le convertir de l'un à l'autre et comme ça pouvoir en bénéficier. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui est fait pour tous les modèles pré-entraînés. Ils ont été pré-entraînés une fois dans un certain framework et aujourd'hui vous avez à disposition des checkpoints dans d'autres, convertis dans d'autres frameworks. Ok, merci. Assez efficace. Alors pour faire écho avec le talk précédent, est-ce que vous auriez un retour d'expérience sur la comparaison des différents frameworks d'un point de vue efficacité énergétique? Parce que ça peut être un facteur de choix assez important qui nous oriente vers tel ou tel outil. Oui, tout à fait. Je pense que c'est effectivement un facteur de choix qui est très intéressant. Après, honnêtement, nous, on n'a pas fait ce genre de benchmark-là et je ne suis pas allée chercher sous cet angle-là, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir trop préciser lequel serait plus intéressant, mais oui, c'est clairement un point qu'on pourrait rajouter au slide. Une autre question? Oui. Oui, félicitations, c'était passionnant, merci. Étant donné la mission de Hello Work, c'est-à-dire de mettre en avant, je crois, des profils pour entre demandeurs d'emploi et employeurs, il y a un vrai risque de biais de recommandation. Et donc, par rapport aux questions de biais de recommandation, parmi les frameworks proposés, y a-t-il des frameworks qui intègrent ça sous forme soit de propositions de modèles différents ou de recommandations pour le développeur? Enfin voilà, j'aimerais avoir votre feedback là-dessus sur le niveau de maturité des frameworks sur la question des biais. Merci. Alors, effectivement, sur le type de données qu'on manipule et l'objectif qu'on a d'utilisation derrière, c'est quelque chose qui est assez critique pour nous. Faut faire hyper gaffe. Je pense pas que ce soit particulièrement un framework ou un autre qui va être biaisé. Par contre, oui, dans tous les modèles pré-entraînés, là, va falloir regarder un petit peu sur quoi ça a été entraîné, qu'est-ce qu'il propose et quels sont malheureusement les biais qui peuvent être intégrés dedans. Mais donc, je pense que ça va plus se passer du côté ensuite du choix des modèles et plus que le framework lui-même en fait.